J'aimerais beaucoup vous poser une question, Rania, puisque vous êtes basée à Beyrouth. Je voudrais vous interroger sur ce qui se passe dans votre région. Évidemment, la guerre entre les États-Unis et l'Iran s'est de nouveau intensifiée. Cela signifie que les États-Unis en sont responsables. Et la semaine dernière, le président Trump a rencontré le président du Liban, Joseph Aoun. Écoutons quelques commentaires qu'il a faits lors de cette conférence de presse. Ils sont en train de le faire. Ils sont en train de se redéployer vers d'autres secteurs. Et je le répète, ils s'entendent très bien. L'accord qu'ils ont signé avec le Liban était un excellent accord. Et ils se redéploient. C'est donc ce qu'il dit. Il affirme qu'Israël est en train de se retirer du Liban et qu'ils sont en train de se redéployer. Quelle est votre réaction à cela? Ils emploient ce terme. Ils n'utilisent pas le mot retrait. Ils disent redéploiement à la place de retrait. C'est un terme très déroutant. Je ne comprends pas pourquoi. Peut-être que c'est parce que ça leur laisse la possibilité de se redéployer réellement. Ce n'est pas exact. Les Israéliens ne se sont pas retirés. Il y a eu, disons, un village dont ils se sont plus ou moins retirés. Et puis, il y a eu un village dont ils se sont retirés alors qu'ils n'y étaient même pas au départ. Donc tout ça n'était que du théâtre. C'était du théâtre. Les Israéliens occupent toujours le sud du Liban. L'accord cadre qui a été signé a pour l'essentiel été rédigé par les Israéliens. Et cela a été signé uniquement pour tenter de saper la position de l'Iran, qui avait placé le Liban dans la première clause du protocole d'accord, désormais effondré, entre les Américains et les Iraniens. Cette clause disait qu'il devait y avoir un cessez-le-feu au Liban et que l'intégrité territoriale du Liban devait être protégée, ce qui signifie qu'Israël doit se retirer. C'est donc pour cela que Marco Rubio a en fait supervisé cet accord cadre entre les Israéliens, les Américains et les Libanais. Un accord qui, en substance, a entériné l'occupation israélienne du sud du Liban et a conditionné le retrait d'Israël, ou son redéploiement, comme il l'appelle, au désarmement préalable du Hezbollah. Et cela a installé l'idée, de plus en plus présente, que les États-Unis entraîneraient des unités spéciales de l'armée libanaise pour désarmer d'abord le Hezbollah avant le retrait d'Israël, ce qui signifierait en pratique une guerre civile au Liban. Donc ils essayent de fomenter une guerre civile au Liban. Il n'y a aucun calendrier pour le retrait d'Israël. Le retrait d'Israël dépend entièrement des Israéliens, du moment où ils décideront que le Liban a fait un travail convenable pour désarmer le Hezbollah, selon leurs seules conditions et des évaluations menées sous la direction des États-Unis. Donc oui, c'est la consolidation d'une occupation du Sud. Et les Israéliens continuent de faire exploser des villages en veillant à ce que les gens n'aient plus rien où revenir. Ils installent des points de contrôle comme ils l'ont fait en Cisjordanie. Et chaque jour, il y a des violations du cessez-le-feu. Et maintenant, le protocole d'accord entre les Iraniens et les Américains s'est effondré. Donc, pour l'instant, ça ne permet pas vraiment d'avancer. Le Liban n'a donc pas vraiment son mot à dire sur ce qui se passe au Liban. Tout dépend plus ou moins de l'issue de cette guerre entre les Iraniens et les Américains. Et lorsqu'un accord plus large sera conclu, les Iraniens formuleront probablement des exigences concernant le Liban. Et c'est pour cela que les Israéliens se retireront s'ils le font. Ce sera parce que les Américains les y auront forcés, parce que les Iraniens l'auront exigé. Voilà où nous en sommes aujourd'hui. Espérons qu'une guerre civile n'éclatera pas d'ici là. Oui, et quel est le sentiment général? Je sais bien que ce n'est pas un bloc monolithique, mais qu'est-ce que les gens disent, ressentent et pensent dans la mesure où vous en êtes témoin de ce qui se passe en ce moment? Qu'est-ce que pensent les Libanais?
Je sais que certains soutiennent le Hezbollah et que d'autres ne le soutiennent pas. Est-ce que l'opposition à Israël augmente simplement à cause de ce qu'il fait? Très concrètement. La majorité du pays est opposée à Israël et considère Israël comme la plus grande menace pour le pays. Les sondages l'ont montré. La majorité du pays est opposée à la normalisation avec Israël. Ça ne veut pas dire qu'ils sont opposés à la paix. Ils veulent la paix. Tout dépend de la manière d'y parvenir. Quant à savoir si les gens soutiennent ou non le désarmement du Hezbollah, cela dépend en quelque sorte de l'endroit où il se trouve dans le pays. Oui, si vous n'êtes pas du Sud, il est très facile de voir ça comme un simple problème du Sud-Liban et pas comme votre problème. Et puis, il y a tout un appareil médiatique au Liban qui est financé par des oligarques de droite. Il y a un homme, notamment un certain Anton Sanavi, un banquier libanais, qui a contribué à l'effondrement de l'économie, a volé l'argent des gens et qui est aujourd'hui en couple avec Morgan Ortagus, l'envoyé de Trump au Moyen-Orient. Je ne sais pas si vous avez vu, elle a essuyé beaucoup de critiques pour s'être retrouvée, en gros, à la même table que Benjamin Netanyahou il y a quelques jours. Lors d'un dîner à Washington à l'occasion de la cérémonie commémorative pour Lindsey Graham, il finance beaucoup de médias dans le pays. Et ce type de médias promeut l'idée que tout est la faute du Hezbollah et que la seule issue est la normalisation, qu'Israël n'est pas vraiment l'ennemi, que c'est l'Iran. Donc il est vraiment important de savoir à qui vous parlez, où ces personnes se trouvent dans le pays, quelles sont les affiliations politiques de leur famille. Mais certaines des choses qui dominent dans tout le pays, c'est l'opposition à Israël. Le fait de considérer Israël comme une menace pour l'ensemble du pays et le refus de normaliser les relations avec lui parce qu'il commet un génocide à Gaza et qu'il détruit le Sud-Liban. Et les habitants du Sud, plus que quiconque, s'opposent au désarmement du Hezbollah parce que c'est la seule protection qu'ils ont. L'État ne les protège pas, l'armée ne les protège pas. L'armée libanaise est financée et armée par les Américains avec, disons, des lunettes de vision nocturne de récupération et des armes en panne, parce que les Américains ne donneraient jamais à l'armée libanaise des armes qui menaceraient la supériorité militaire d'Israël, des armes qui pourraient réellement servir à combattre les Israéliens. D'ailleurs, cette année, Israël a tué, disons, des dizaines de soldats de l'armée libanaise, et l'armée libanaise n'est pas autorisée à riposter contre Israël. Voilà. Alors je me demandais, je comprends ce que vous venez de dire sur les sondages, mais je me demande, et je sais que vous devez partir, donc ce sera la dernière question, est-ce que ça a changé? Est-ce qu'il y a des gens qui soutenaient Israël et s'opposaient au Hezbollah, qui, à cause des actions d'Israël, changent d'avis? Je veux dire, il faudrait que je sonde le pays. Je pense que je ne peux pas vraiment vous répondre là-dessus. Je vais aller poser la question aux gens, puis je reviendrai vers vous. Ce que je peux dire, c'est que quand Israël envahit le Liban, comme il l'a fait cette fois-ci, l'opinion des gens change. Parce que ne pas aimer le Hezbollah sur le plan intérieur, ce n'est pas la même chose que de s'opposer au droit du Liban de résister à Israël et de reconnaître que l'armée ne le fait pas. Donc quelqu'un doit le faire. Oui, ça contribue probablement à renforcer, disons, la popularité du Hezbollah. Et je ne dis pas ça comme les démocrates ici qui diraient « et c'est pour ça que c'est si mal parce que ça produit cet effet-là ». Vous voyez, ce n'est pas mon propos. Mais c'est ironique. Eh bien, Rania et Medea, merci beaucoup de vous être jointes à nous. Comme toujours, j'adore vous écouter, vous faites un travail formidable. Un dernier mot, l'une ou l'autre? Eh bien, je vais faire un peu de pub pour Code Pink. Allez sur le site web. Nous avons une pétition
une lettre adressée à Marco Rubio pour lui dire « Jetez ce rapport sur Cuba à la poubelle », mais jetez aussi à la poubelle le blocus américain contre Cuba. Nous avons des camps pour la paix que des gens organisent cet été afin de se réunir et de parler des stratégies pour bâtir un véritable mouvement pour la paix. Et il y a aussi deux choses sur lesquelles nous voulons que les gens se concentrent. La première, c'est cette section du budget national, du budget du Pentagone, qui fusionnerait les armées américaines et israéliennes. Elle est au Sénat, elle s'appelle la section 1217. Nous voulons que les gens appellent leurs sénateurs et leur disent « retirez ça ». Et enfin, nous devons dire que nous ne pouvons pas laisser ce budget du Pentagone continuer à gonfler comme il le fait. Trump veut 1500 milliards de dollars et nous devons nous y opposer. Voilà quelques-unes des choses que nous faisons et nous espérons que les gens iront sur Code Pink pour travailler avec nous. Merci. Très bien, merci beaucoup. Je veux simplement vous remercier toutes les deux pour tout le travail formidable que vous accomplissez et pour toute cette solidarité. Je pense que le plus important, c'est de veiller à ne pas être isolés quand nous sommes attaqués comme ça en tant qu'individus et organisations. C'est donc très important que vous puissiez couvrir ces sujets, Katie, et que Code Pink continue le travail qu'il fait. J'encourage toutes les personnes qui regardent à faire tout ce que Medea vient de mentionner et aussi à aller sur breakthroughnews.org pour signer notre pétition. Faites un don si vous le pouvez, afin que nous puissions riposter à ces attaques. Et surtout, vous savez, ne laissez pas ces fascistes vous faire si peur que vous vous taisiez, parce que c'est exactement ce qu'ils veulent. Donc encore une fois, nous devons rester unis, ne pas être isolés, pour être forts quand nous ripostons. Eh bien, Amen. Amen laïc à ça, Amen agnostique à ça, oui.